Donc, je me présente. Je vais couper mon tel. Donc, je me présente, Christophe Lefort. Je suis un des concepteurs de la méthode avec Laurent Jeune qui est là aussi. Alors, si j'hésite un petit coup par moment, c'est parce que j'ai des personnes qui arrivent en même temps, donc je les admets en même temps. Voilà, donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille sur ce projet bien écrit pour bien lire, qui comporte la méthode de lecture, le clavier métallo, mais aussi, qui contient aussi des choses en CE1, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de la méthode de lecture CP. Donc, on aurait pu faire une présentation générale comme on a déjà fait, mais on a eu des demandes sur l'encodage, donc on va être plutôt focus sur l'encodage aujourd'hui et entrer plus dans le détail plutôt que de tout survoler. Alors, d'où vient, sur quoi on s'appuie? Donc, on s'appuie sur les recherches scientifiques, notamment l'étude IFE, qui est la plus grande étude sur le lire-écrire qui a été faite en France entre 2013 et 2015. Voilà, donc ça a été dans 131 classes. Et donc, il y a eu une observation des pratiques. Et puis, avec telle pratique, ben voilà, ils ont mesuré les résultats. Donc, ils ont été capables de dire, quand on procède comme ça, voilà les résultats. Et quand on procède de cette façon, voilà les résultats. De cette étude d'IFE sont sorties des grandes préconisations qu'on reverra juste après, sur lesquelles on s'appuie. Alors, on s'appuie aussi sur le CSEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui notamment a rédigé le guide orange. Puis aussi un manuel sur le choix de la méthode de lecture, voilà, qui a un peu analysé les méthodes de lecture et dire un petit peu ce qu'il est préférable de prendre. Donc le guide orange, bien sûr, et puis sur les travaux d'André Ouzoulias, donc qui, pour faire simple, disait que une bonne séance d'écriture vaut 10 séances de lecture et qu'une des clés de l'apprentissage est dans l'écriture normée, c'est-à-dire avec la bonne orthographe. Donc voilà nos appuis. Ça, c'est plutôt les appuis scientifiques. Donc, les grandes préconisations, les voilà. Donc, je ne vais pas toutes les lire, mais c'est des préconisations sur lesquelles on a travaillé pour les intégrer dans la méthode. Et donc, elles sont toutes présentes dans la méthode métallo. Celles qui font consensus aujourd'hui et qui sortent de ces grandes recherches. Notre expérience de classe, donc avec Laurent, on a enseigné dans tous les niveaux depuis la grande section jusqu'au CM2. On a fait plus de 10 ans de CP. On a toujours enseigné en multiniveau. Donc, l'autonomie, c'est quelque chose qu'on connaît. La différenciation, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a voulu intégrer dans la méthode. On n'a pas fait ça tout seul. On a fait évaluer la méthode pendant 2 ans sur 22 classes. Et à la fin de chaque période, on voyait les collègues qui testaient la méthode, on les rencontrait pour affiner, ajuster, avoir leur avis sur ce qui va, ce qu'il y avait à modifier, etc. Ça durait 2 ans. Donc les supports, je vais quand même vous montrer rapidement les supports. Donc pour ça, je vais aller sur le site. Voilà, donc ça, je vais le réduire. Hop. Voilà, donc là, je suis sur le site metallo.fr. Donc si je descends, voilà, je vais voir la méthode de lecture. Donc si je clique ici, je découvre. Voilà, donc voilà les supports. Donc les supports, on a un livre de lecture pour l'élève, pour toute l'année. On a 2 fichiers d'exercice. On a un jeu de cartes graphème phonème qui est utilisé sur les 2 premières périodes de l'année et qui va servir à l'encodage, donc je vais en parler aujourd'hui. On a des vidéos d'entraînement au geste graphique, là c'est pour toute l'année, donc chaque fois qu'on étudie un graphème, eh bien on a une petite vidéo, je vous montrerai aussi tout à l'heure, on a une petite vidéo pour aider les élèves à tracer les lettres dans le bon sens et acquérir de l'autonomie. Et puis on a un répertoire de mots, en fait ce répertoire de mots il est au dos du livre de lecture, il se prend dans les 2 sens, et c'est un répertoire qui fait à peu près 300 mots, et c'est les 300 mots qu'on encode pendant toute l'année, pendant les séances d'encodage, qui permettent de découvrir le code alphabétique, qui permettent de découvrir donc tous les graphèmes. Oui. Pour l'enseignant, on a le guide pédagogique, on a un fichier d'activité de différenciation pour faire des photocopies pour les séances, on a les affichages de classe, on a des tutos d'accompagnement. Voilà, bon ça c'est surtout en début d'année pour que vous puissiez bien prendre la méthode en main.
Et puis, on a aussi un groupe collaboratif sur Facebook. Donc, c'est le groupe Métallo, méthode de lecture et d'écriture CP. Il y a un peu plus de 2000 membres, voilà, qui font plein de choses, déjà qui discutent entre eux, qui se donnent des conseils. Et il y a plein d'enseignants aussi qui ont créé des documents complémentaires, vraiment intéressants. Donc ça, vous pouvez aller voir aussi. Christophe, tu Donc m'entends? voilà pour les supports. Au niveau de l'organisation de la méthode, on a découpé la méthode en 5 périodes. Donc c'est 5 périodes régulières, 5 périodes de 7 semaines. On n'a pas tenu compte des vacances, puisque de toute façon, les vacances, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Nous, on est en vacances aujourd'hui, mais il y en a sûrement d'entre vous qui n'y sont pas. Donc, il y a 5 périodes de 7 semaines. Chaque semaine est découpée en 4 jours et chaque jour est découpé en 2h15 d'activité. Voilà. Pour les activités, vous les avez ici en bas à droite. Elles sont colorées, c'est pas pour rien. Voilà, donc je vais juste dire ce que c'est que lecture partagée parce que le reste, ça va vous parler. Lecture partagée, en fait, au bout de 2-3 semaines, on prévoit 1 heure par semaine. Alors, l'enseignant fait comme il veut, c'est soit il prend 1 heure par semaine dans le temps imparti, ou alors un quart d'heure par jour, ou 2 fois une demi-heure, peu importe, pour faire autre chose. S'il veut travailler sur un album, s'il veut lire d'autres histoires, etc., s'il veut reprendre des choses d'une autre manière. En fait, c'est une liberté qu'on vous donne pour pouvoir agir comme vous voulez en dehors du cadre de la méthode. Donc, ces couleurs, on les retrouve ici à gauche. Vous avez un extrait d'une page du guide pédagogique. Donc, on a toujours un tableau qui résume les domaines qu'on travaille, le temps d'activité, est-ce que l'enseignant est présent ou pas, les supports qu'il faut. Puis, à chaque fois, il y a un paragraphe pour tout expliquer. C'est du clé en main. Et on retrouve les domaines par couleur. Donc, c'est plus simple de se repérer. Et à droite, vous avez le fichier de l'élève. Et dans le fichier de l'élève, on retrouve aussi ces couleurs-là. Et c'est plus facile aussi pour l'élève. On sait bien quand on a des élèves en difficulté et puis qu'il faut aller leur dire déjà quel exercice on fait sur la page, quand on dit c'est l'exercice bleu, c'est plus facile de se repérer. Et puis en plus, les exercices sont liés à un domaine. Donc par exemple, le bleu, c'est la discrimination auditive. Donc les enfants savent que, ah oui, c'est l'exercice où on écoute les sons, on doit les entendre. Voilà. Donc ça, je vais assez vite, c'est une présentation générale. Maintenant, avant de passer à l'encodage, on va voir un petit peu ce qu'est apprendre à lire et à écrire. Donc, on dit déjà toujours au CP qu'on apprend à lire, mais c'est pas vrai. On apprend à lire et à écrire, ça c'est très important. Donc là, ce que je vous projette, c'est un document de Patrice Gourdet. Patrice Gourdet, c'est un chercheur en sciences du langage qui a travaillé avec nous. Donc, il a participé à l'étude IFE aussi. Et donc, il a évalué la méthode de lecture Métallo sur les 2 années où on a fait les tests, en reprenant le protocole IFE et en appliquant la méthode Métallo pour pouvoir comparer les résultats. Donc, les résultats, ils sont sur notre site si ça vous intéresse. Et donc, lui, il fait des conférences, il forme des enseignants, il forme des formateurs, etc. Donc là, on a pris ces 2-3 diapos qui nous a autorisés à apprendre. Donc, apprendre à lire et à écrire, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est comprendre le principe alphabétique, c'est-à-dire comprendre que les lettres codent des sons. Pour ça, il y a 2 sens. Soit on va du graphème au phonème, et dans ce cas-là, on est dans du décodage, ou à l'inverse, on va du phonème au graphème, et dans ce cas-là, on est dans de l'encodage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'enfant, il doit comprendre ça. Qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Il doit comprendre le fonctionnement de la langue en général. Donc, le fonctionnement de la langue, c'est entre autres que les lettres codent des sons, mais c'est aussi que les lettres, parfois, ne codent pas des sons. Par exemple, si je prends le S du pluriel, si je prends le T à la fin de rat, etc., il y a aussi des lettres qui ne codent pas des sons. Et il y a aussi tout ce qui relève du texte. Comment j'organise un texte, etc., comment j'organise mes idées. C'est tout ce fonctionnement de la langue. Maintenant, il y a le fonctionnement de la langue, puis il y a aussi, l'enfant doit apprendre à écrire des mots, des phrases et des textes avec la bonne orthographe. Ça, c'est un des objectifs pour apprendre à lire et à écrire. Et puis d'un autre côté, il y a lire les mots, les phrases et les textes, et surtout comprendre les textes. Donc, quand on dit comprendre les textes, on peut travailler sur des textes entendus, qui sont lus par exemple par l'enseignant, ou sur des textes lus en autonomie. Donc, apprendre à lire et à écrire, c'est tout ça. Sachant que le but ultime, c'est les 2 qui sont surlignés en orange ici. Maintenant, dans la méthode de lecture Métallo, comment on a réparti justement les rôles de la lecture et de l'écriture? Donc, avec Laurent, on a vraiment posé un rôle pour chacune. Donc,
Bien sûr, on fait de la lecture, on fait de l'écriture, il y a des allers-retours entre les deux. Le temps, c'est à peu près 50%, 50%. On a à peu près autant de lecture que d'écriture. Un enfant, quand il est en CP, alors nous, quand on est adulte, quand on lit, on est multitâche, c'est-à-dire qu'on est capable de lire, on est capable de comprendre ce qu'on lit, on est capable de repérer de l'orthographe, on est capable de repérer une faute s'il y en a une, on est capable de faire des liens avec plein de choses, on est lecteur expert, donc on est multitâche. Il ne faut pas oublier que l'enfant, lui, quand il arrive en CP, il n'est pas multitâche, il est monotâche, sinon il est en surcharge. Donc, le but ici, c'est que quand l'enfant entre dans de la lecture, son objectif, ce soit de comprendre. C'est l'accès au sens. Et dans la méthode métallo, quand on est en lecture, on ne travaille que l'accès au sens. Le but, c'est je lis, je dois comprendre. À la fin de ma lecture, je dois être capable de dire ce que j'ai compris. Voilà, donc au départ, on le fait sur des textes entendus, puis après, de plus en plus sur des textes lus. Ben, on travaille sur des textes entendus, mais on travaille quand même de la lecture aussi lue par l'élève. Hein. Mais c'est pour qu'on ait des textes plus contenants. Et puis de l'autre côté, en écriture, donc là, ben, le sens, quand on écrit, il est au départ. Je sais ce que je veux écrire, donc il faut que je le transpose avec des signes graphiques. Et on va procéder à l'étude de la langue, justement, l'étude du fonctionnement de la langue va se faire ici. Alors pourquoi on fait ce choix-là? On fait ce choix-là par expérience parce qu'on s'aperçoit que quand on travaille le code pendant les séances de lecture, il y a des enfants qui se focalisent sur le code, qui deviennent de très bons déchiffreurs. Alors, soit ils rentrent dans le code, c'est laborieux, soit ça devient un très bon déchiffreur, mais il y en a qui sont très bons déchiffreurs et qui ne rentrent pas dans la compréhension parce que leur attention, elle est posée sur le fonctionnement de la langue. Donc, on a enlevé ça de la lecture et on l'a mis en écriture parce que naturellement, l'écriture, elle demande le fonctionnement de la langue. Je m'explique. Si je dis à un élève, écris le mot tomate, s'il n'a jamais vu ce mot-là, il va être obligé d'écouter le mot, de le découper en syllabes, d'analyser chaque syllabe, qu'est-ce que j'entends comme son, etc. Et donc, il va être obligé de passer par les phonèmes, les graphèmes, l'ordre de ces phonèmes et de ces graphèmes, etc., la transposition à l'écrit. Donc, l'écriture, naturellement, elle demande l'étude du fonctionnement de la langue. C'est pour ça que nous, on le travaille ici. Donc, l'encodage en fait partie. Alors, maintenant, du côté de l'écriture, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors, je vais d'abord vous mettre dans le chat, je vais vous mettre un lien vidéo. C'est une petite vidéo qui doit faire 1 minute à peu près. Je vais vous mettre ça dans le chat. Donc, je vous ai mis un lien. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis, vous mettez un petit mot dans le chat quand c'est OK. Et puis, je reprends. On en parle après. L'orthographe, c'est la norme. Donc déjà, si on veut écrire, il faut respecter l'orthographe qui est la norme, une norme actualisée et partagée. Alors quand on apprend, est-ce qu'on doit passer d'abord pour une écriture phonétique, c'est-à-dire qu'on écrit comme je peux, puis plus tard, on verra l'orthographe? En fait, il y a plein de recherches actuelles qui montrent que non, il faut en fait écrire le plus souvent possible, avec des élèves de CP tous les jours, mais il faut également, sans leur mettre trop de pression, c'est ça toute la difficulté, c'est écrire en respectant l'orthographe. Et là, le rôle du maître ou de la maîtresse est essentiel parce qu'il faut que les élèves tentent, essayent d'écrire parce qu'ils commencent à comprendre le code, mais il faut aussi que le maître et la maîtresse rectifient immédiatement, discutent avec l'élève, et le mot qu'ils ont essayé d'écrire, comme bateau, par exemple, B-A-T-O, ben, on dit c'est bien, tu as réussi à écrire bateau, mais en fait, bateau, ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit B-A-T-E-A-U. Et là, je rajoute vite une chose, c'est écrire, c'est vraiment écrire des choses qui ont du sens. Je sais qu'il y a des tentatives de pseudomots, c'est-à-dire qu'on fait écrire aux élèves des mots qui n'existent pas. Moi, là-dessus, j'ai un avis très critique parce que quand on commence à écrire des séquences de lettres avec des mots qui n'existent pas, on prend quand même le risque que des élèves mémorisent une orthographe qui n'existe pas, de mots qui n'existent pas. Ça fait beaucoup de risques. Autant écrire des mots qui sont des mots qui existent en fait et qui ont du sens quand je veux raconter une histoire. Je me suis permis de couper le micro de ceux qui ne l'avaient pas fait parce que ça fait une résonance. Hein. Donc, si vous voulez poser des questions après, il n'y aura pas de problème, vous pourrez les réactiver.
Donc, voilà, ce que dit Patrice Gourdet, c'est qu'il est important de prendre en compte l'orthographe dès le début des apprentissages pour que l'enfant, en fait, entre dans une conscience orthographique. Et on l'observe assez vite en début de CP. Quand on les fait écrire avec la bonne orthographe, les enfants développent cette conscience-là. Ça veut dire qu'ils ne savent pas forcément tout écrire. D'ailleurs, ils ne savent pas tout écrire, mais ils savent qu'il y a une façon d'écrire et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et ça leur permet de se canaliser et de pas et dire ben voilà, j'écris comme je pense. Par contre, si je sais pas, ben il faut que j'ai le moyen d'aller chercher l'information. Alors, au niveau, on travaille l'encodage, mais avant l'encodage, il y a l'entraînement au geste graphique. Dans l'étude IFE, il a été montré que l'entraînement au geste graphique, il a des conséquences directes sur la production d'écrit, donc en quantité et en qualité, jusqu'au CM2. Plus on entraîne les enfants au geste graphique, meilleurs ils sont en production d'écrit. L'entraînement qui est ressorti dans les analyses de pratique, c'est 19 minutes par jour. Donc nous, on fait 20 minutes d'entraînement par jour dans la méthode. En fait, ça veut dire que si on fait 30 minutes, on n'a pas de plus-value derrière, quoi. Voilà, ils ont mesuré que 19 minutes, c'était vraiment l'optimum, quoi. Donc, nous, on a mis en place des vidéos de graphisme que je vous montre ici. Donc, je reviens à l'accueil sur le site. Une fois que vous avez créé votre compte, ici à droite, il y a écrit « Mon espace ». Et quand vous allez dans « Mon espace », eh bien ici, en jaune-orange, vous avez tout ce qui concerne la méthode de lecture et d'écriture. Et notamment ici, vous avez les ressources. Donc, si je clique sur « Ressources », je vais y arriver, si ma connexion veut bien. Voilà. Donc ici, vous avez le livre de lecture que vous pouvez projeter, le guide pédagogique, les fichiers de l'élève, vous avez les fichiers corrigés pour développer l'autonomie chez les élèves, les évaluations, les tutos, il y a un escape game, etc. Et ici, vous avez des vidéos de graphisme. Donc, si je prends en période 1, voilà, je vais aller voir. Et ici, j'ai mes vidéos de graphisme. Alors, par exemple, si je prends le i, donc je vais cliquer dessus, voilà. Et donc, je peux faire un clic droit dessus, là, lire en boucle. Voilà, et je lance. Ce qui veut dire que je peux m'en servir quand je décris la lettre ou le graphème aux élèves, et après on laisse tourner pendant qu'ils font leur séance d'écriture en autonomie pour qu'ils puissent se rappeler du sens de l'écriture. Donc il est important de verbaliser ce qu'on fait, c'est-à-dire de dire quelque chose. Nous, on fait une proposition dans le guide PEDA, mais vous pouvez bien sûr l'adapter à votre goût, hein, comme vous l'expliqueriez. Par contre, il est important de parler en même temps qu'on trace. Voilà, donc en faisant tourner cette vidéo en boucle, ben, en fait, les élèves, ça leur permet de rester autonomes parce que quand on a fini d'expliquer et puis qu'on doit aller s'occuper soit d'un autre niveau, soit d'élèves en difficulté, ben, l'enfant qui ne sait plus où est-ce que ça commence, dans quel sens ça tourne, etc. Puis encore, ça, c'est pas une lettre ronde, donc ça pose moins de problèmes. Mais l'enfant, il se retrouve plus qu'avec un dessin au tableau hein, quand on a fini. Alors que là, il reste dans quelque chose de dynamique, puisque l'écriture, c'est un geste dynamique qui a un début et une fin et qui suit un sens bien précis. Voilà, donc chaque fois qu'il y a l'étude d'un graphème, on a la petite vidéo qui va avec. Donc, je reprends mon document. On travaille aussi sur la régularité de la langue à l'écrit. Donc, la régularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même phonème, on a différents graphèmes, mais on a un graphème principal, c'est celui qui est le plus courant dans le plus grand nombre de mots. Donc ici, vous avez l'ensemble des phonèmes et donc le graphème principal, eh ben, par exemple, si je prends le son, c'est le T, si je prends le son, c'est le P, si je prends le son, c'est le S, etc. Donc, on introduit toujours le graphème le plus courant en premier. Et on verra les graphèmes secondaires plus tard, et on traitera les graphèmes rares à part. Je vous donne un graphème rare, par exemple, le son I, il peut s'écrire avec un I ou avec un Y. Ben, dans 99% des cas, il s'écrit avec un I, et dans 1% des cas, il s'écrit avec un Y. Donc, ça veut dire qu'au début de l'année, on ne va pas embrouiller les élèves, on va leur dire, on va introduire le graphème I, ça fait qu'ils peuvent écrire 99% des mots, et plus tard, on rencontrera le graphème Y une fois que le I sera bien posé, en leur disant bien, celui-là, c'est pas souvent, donc je ne le mets pas, je m'habitue pas à le mettre partout, puisque c'est pas un graphème courant. Donc, la régularité de la langue, pareil, ça, c'est une préconisation. Hein.
Et donc, quand on observe la langue française à l'écrit, voilà quelque chose qu'on observe. Il y a des mots qui sont, on dit, réguliers, c'est-à-dire que pour les écrire, il y a juste à les écouter. Ils utilisent à chaque fois le graphème le plus courant qui correspond à un phonème. Comme papy, melon, lama, il n'y a aucune difficulté dans ces mots-là, il y a juste à les écouter. Ces mots-là, ils ne sont pas très, très nombreux. Ensuite, on a beaucoup de mots avec une lettre muette, donc qui est souvent finale, mais qui peut être à l'intérieur du mot, et puis qui peut aussi être en début de mot, par exemple dans hérisson, mais qui le plus souvent est quand même à la fin du mot. Et puis, on a des mots qui utilisent des graphèmes secondaires. Ça veut dire que, par exemple, si je prends le mot équipe, ben, ce n'est pas le Q, le son Q. Le graphème le plus courant, c'est le C. Et le graphème QU est un graphème moins courant. Donc, on a des mots qui s'écrivent avec des graphèmes dits secondaires, c'est-à-dire moins courants. Donc, l'étude des graphèmes, pareil, il y a une préconisation de l'étude IFE. Ils sont aperçus que le plus efficace, c'est ceux qui utilisent 14 graphèmes sur les 9 premières semaines. Donc, nous, on respecte ça dans la méthode. Pourquoi c'est un bon rythme? Alors, c'est un petit peu rapide, mais pourquoi c'est bien? Parce que ça donne de la matière aux élèves. Si on traîne trop sur les sons en début d'année, ils n'ont pas assez de matière pour comprendre le principe alphabétique et comprendre ce fonctionnement de la langue. Donc, au début de l'année, l'optimum, c'est 14 graphèmes sur les 9 premières semaines. Donc, une des préconisations, c'est aussi l'influence positive des activités d'encodage. Donc, maintenant, je vais vous décrire une activité d'encodage dans la méthode. Je viens de dire qu'on avait observé donc, les mots réguliers, ceux qui ont une lettre muette, etc. Donc là, on va regarder ceux-là. Eh ben, nous, on utilise ce qu'on appelle des images en codage, où il y a une image, il y a toujours, on travaille beaucoup sur les noms. Donc, quand c'est un nom, on met le déterminant avec. On ne dit pas forcément le mot déterminant, mais c'est une préconisation, pareil, de lier le nom à un déterminant. Donc, par exemple, un papy, un melon, un lama. Le trait représente la régularité de la langue. Ça veut dire que quand j'ai juste un trait, j'ai juste à écouter le mot. Et puis, si jamais j'ai quelque chose que je dois savoir, eh ben, on me donne un indice orthographique. Par exemple, si je prends canard, vous voyez le démuet à la fin de canard. On l'indique en amont. Il y a deux façons de travailler, en fait. Soit on donne des informations en amont et on donne à l'enfant la possibilité d'y arriver en autonomie, soit on le laisse faire et on revient après pour corriger son écrit. En fait, on a le droit de faire ce qu'on veut, on ne dit pas que l'un est mieux que l'autre, c'est juste un choix à faire. Ce qui est important, c'est de corriger dans la même unité de temps, c'est-à-dire de ne pas laisser l'enfant sur ses erreurs. Pourquoi nous, on a fait ce choix-là? Ben, c'est aussi par expérience, parce qu'on s'est aperçu que dans nos classes, les élèves, en fait, quand on leur fait écrire puis qu'ils n'ont pas tout dans les mains, eh ben, donc ils font des fautes. Donc on leur dit que c'est bien. Par exemple, dans Canard, si je leur dis pas qu'il y a un démuet, ben, ils vont pas l'inventer. Donc ils vont écrire C-A-N-A-R s'ils sont pas trop mauvais en combinatoire. Et on va leur dire c'est bien, mais il y a un D. Et puis il y a des enfants que ça frustre parce qu'on nous a déjà dit, ben, ouais, maître, tu dis tout le temps que c'est juste, et puis en fait, tu corriges tout le temps. Donc nous, on a fait le choix de donner l'information en amont pour que l'enfant puisse en autonomie arriver tout seul à la bonne orthographe. Donc, vous avez une petite vidéo ici, il n'y a pas de son, donc je vais juste la passer ici. Elle ne dure pas longtemps, elle dure 1 minute. C'est une enfant qui encode, faut que je la retrouve, c'est une enfant qui encode un mot, et puis on en parle après.
Ok, donc je reviens ici. Donc voilà, vous avez vu comment on encode un mot. Donc je vais vous détailler ce qui s'est passé là. Moi, je vais prendre le mot canard puisqu'il a un démuet. Donc l'enfant prend son image en codage et là, il s'informe. C'est-à-dire, donc c'est un mot qui va avec un et j'ai un indice orthographique qui se termine par un démuet. Suite à ça, il va écouter le mot canard, il va écouter les syllabes, il va écouter ce qu'il entend dans les syllabes et il va l'encoder avec son jeu de cartes. Donc, je n'ai pas précisé. Le jeu de cartes, c'est chaque carte est un son et il peut y avoir des écritures des deux côtés. Par exemple, si je prends le Q, par exemple, je peux avoir C et puis par exemple, j'aurai QU derrière et en fait, je tourne pour avoir la bonne orthographe, je pose la carte du bon côté. Ou si vous avez remarqué, on fait encoder les enfants syllabe par syllabe. On leur demande de séparer les syllabes dans l'espace pour ne pas se perdre dans le mot. Comme ça fait des plus petites unités, donc K et ensuite NAR. L'enfant fait donc son essai d'écriture en manipulant les cartes. Il peut le faire en s'appuyant sur les syllabes orales. Donc, on nous pense souvent la question syllabe orale ou syllabe écrite. Ça, c'est un choix de l'enseignant. Nous, on travaille sur les syllabes orales parce que c'est plutôt une préconisation, mais il y a certains élèves qui auront besoin des syllabes écrites. Donc, on différencie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai une syllabe consonne-voyelle comme dans K, c'est assez facile pour l'élève. Par contre, quand j'ai consonne-voyelle, consonne comme dans NAR, c'est plus difficile pour l'enfant d'entendre le son consonne qui est à la fin. Donc, pour ça, on peut aider l'enfant en étirant le mot et en lui disant c'est K, na. Voilà, on peut le décomposer comme ça en début d'année pour les enfants qui en ont besoin. En tout cas, il fait son essai d'écriture en séparant les syllabes. Une fois qu'il a terminé son essai d'écriture, on lui demande de rassembler les cartes pour former le mot. Pourquoi on introduit le déterminant? Parce que ça introduit déjà l'espace entre les mots. C'est très important, voilà, au niveau de l'écriture. Donc, il fait son essai. J'ai envie de dire, si on en reste là, on est sur une évaluation de l'élève, c'est-à-dire, à ce moment-là, comment il est capable d'écrire le mot canard. Ben voilà son essai d'écriture. Moi, il est juste il est juste, mais en fait, il peut être faux et il est souvent faux pour certains élèves en début d'année. Donc, le plus important, c'est la correction dans la même unité de temps, c'est-à-dire que maintenant que tu as fait ton essai d'écriture, tu vas aller vérifier si c'est juste ou pas. Donc pour ça, il y a Leximini, c'est le petit répertoire qui est à la fin du livre de lecture. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. La première page, en fait, c'est tous les sons d'entrée, c'est tous les sons d'attaque des mots. Et par exemple, si je prends le Q, eh ben, je regarde, c'est à la page 8. Donc tous les mots qui commencent par Q vont à la page 8. Et donc l'enfant, quand il arrive sur la page 8, il voit l'image du canard, donc il peut se repérer sur la page et il voit l'écriture de son mot, il se corrige tout seul. On peut le faire aussi avec l'appli, le clavier Métallo, si on a des tablettes ou des ordinateurs dans sa classe. Ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas l'enseignant qui va dire c'est juste ou c'est faux. C'est l'enfant qui va se confronter à la norme de l'orthographe dans un espace qui est extérieur à tout le monde. Voilà, c'est de dire, voilà, il y a une façon d'écrire, il y a une orthographe, et ce n'est pas parce que le maître ou la maîtresse a décidé que c'était comme ça que tu le fais, c'est la règle. Donc, c'est important que l'enfant aille voir cette norme-là par lui-même et indépendamment de l'enseignant. Ici, quand l'enfant vérifie, on a deux cas de figure. Soit l'enfant, il est capable de corriger sa faute tout seul, soit il ne l'est pas. Donc là, il faut se dire que ça, c'est quelque chose qui peut se passer en autonomie. Donc vous avez des élèves qui fonctionnent en autonomie et vous, ça vous laisse plus de temps pour aller vers ceux qui ont plus de besoins. Je prends un exemple, une erreur classique en début de CP. L'enfant, il prend son dé, il prend l'information au départ, il y a un dé muet. Et puis, en fait, après, il est dans ses syllabes, il va complètement oublier le démuet. Donc, par exemple, il va écrire C-A-N-A-R, il va arriver sur la correction, puis il va dire ah oui, il y avait un démuet, je ne me rappelais plus. Donc, il va corriger. Là, il peut corriger tout seul. Si c'est un enfant qui confond deux sons, bon, ben là, ça va être plus compliqué. Il va y avoir besoin de l'intervention de l'enseignant. Ce qui est important, c'est de corriger ici. Une fois qu'il a corrigé, il va s'entraîner sur son ardoise à écrire le mot. On a fait la séance d'entraînement au geste graphique avant, donc il sait écrire toutes les lettres, puisqu'on étudie un graphème plus tous les graphèmes qui ont déjà été étudiés avant. Et une fois que c'est fait, il a une petite étiquette qui colle dans ce qu'on appelle un cahier mémoire. Donc le cahier mémoire, c'est un cahier 17-22 de 96 pages pour l'année, où chaque double page, c'est l'étude d'un graphème, puis il colle les étiquettes des mots qu'il a réussi à écrire. Ici, on est sur une différenciation naturelle. L'écriture est un différenciateur naturel. Je m'explique.
Là, dans une séance comme ça, on a 2 séances de 25 minutes sur 2 jours et au bout de 3 semaines, quand le rythme est donné, il y a 8 mots à écrire en 2 jours. Voilà, sur 2 fois 25 minutes. Vous avez des élèves qui sont dans le dur, qui vont écrire 1 mot par jour avec votre aide. Et puis, vous avez des élèves qui vont écrire les 8 mots dans la première séance et qui pourront écrire des petites phrases dans la deuxième séance, toutes simples, en utilisant ces mots-là. Ce qui est important, c'est que chacun travaille à son rythme. Il y a des enfants qui écriront que 3 mots, 4 mots, etc. Et ils colleront dans leur cahier ce qu'ils ont fait. Donc, chaque enfant travaille à son rythme. Et en plus, quand on voudra retravailler les mots, eh bien, ce qui est contenu dans le cahier de chacun, c'est son rythme de travail. Donc, s'il y a 8 mots, ça veut dire que je suis capable d'en revoir 8. Puis s'il n'y en a que 2, je sais que je suis capable d'en revoir que 2. C'est mon rythme de travail. Ça, c'est très important. Et par rapport à la lecture, l'écriture est un différenciateur parce que quand on amène un texte de lecture en début d'année, si vous avez déjà eu du CP ou si vous en avez cette année, de toute façon, vous avez forcément eu des enfants qui lisaient en début d'année, puis de toute façon, ils ont tous un niveau différent de lecture. Et il y a des enfants, le temps qu'on distribue, moi j'ai déjà eu des élèves qui lisaient déjà le texte avant qu'on ait distribué, donc avant qu'on ait fini de distribuer. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose, un support qui est un peu le même pour tout le monde, donc c'est difficile d'emmener tout le monde, alors qu'en écriture, comme chacun va à son rythme, c'est pas un problème, ça fait une différenciation. Et après, si on n'écrit pas tous les mots, c'est pas grave, puisque de toute façon, le lendemain, on retravaille, et on est toujours en train de rebrasser tous les sons, donc tout le monde y arrive quand même. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la séance d'encodage. Et puis si on reprend les préconisations, dans une séance comme ça, voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, pardon. Donc des situations d'écriture travaillées quotidiennement, c'est une préconisation, donc ça, c'en est une. Présentation de la régularité de la langue à l'écrit, voilà, on la présente. La correction des écrits dans la même unité de temps. C'est très important de ne pas laisser partir l'enfant avec ses erreurs parce que sinon il les mémorise. Et plus il mémorise, plus c'est difficile à déloger. Fréquentation de la bonne orthographe, entre parenthèses la nouvelle orthographe, et puis l'acquisition du geste graphique travaillé quotidiennement. Donc quand l'enfant écrit un mot, il fait déjà rien que 5 préconisations de ce qui est demandé. Donc, le clavier Métallo, vous allez donc sur le site métallo.fr, vous créez un compte et puis dans la rubrique Mon espace, vous pourrez donc accéder au clavier Métallo. On a une version hors ligne qui se télécharge dans les stores sur les tablettes et puis une version là que je vous montre en ligne, donc sur ordinateur. Moi, je vais vous parler du clavier Métallo 1. Il y a 2 claviers. On est aujourd'hui sur la méthode de lecture et d'écriture. J'ai un bug là. Donc, je vais vous parler uniquement du clavier Métallo 1 qui, lui, contient 7000 mots et qui est destiné aux enfants en apprentissage de la lecture et de l'écriture. On bascule sur le 2 à partir du fin de CE1, début de CE2 ici. Donc, on travaille sur la régularité de la langue, comme vous l'a expliqué Christophe tout à l'heure. Donc, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Les illustrations, ce sont les affichages référents de la méthode de lecture. Pour trouver un mot, je vais encoder des sons, tout simplement. Si je cherche une voiture, je vais faire voix. Voilà comment un enfant va faire. Voit. Il va obtenir l'orthographe de son mot. Alors, on pourrait le faire pour quelque chose de plus compliqué. Si vous voulez écrire, par exemple, orchestre, or, orque. Et puis, il va trouver donc orchestre. Alors là, j'attire votre attention. On ne laisse jamais l'enfant avec la page de résultats devant lui. Ça fait partie des retours des testeurs. Les outils qu'on développe ont été testés pour la méthode dans 22 classes pendant 2 ans et puis pour la partie clavier Métallo auprès de 2500 élèves. Si on laisse la page de résultats devant l'enfant, il fait un recopiage lettre à lettre. Et ça, c'est pas bon. Il doit mémoriser, revenir à zéro et écrire son mot. Ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. C'est extrêmement important. Donc oui, j'ai oublié de dire, donc clavier avec une entrée phonétique, te, pe, se, fe, mais ici on a tous les f, etc. Et en bas, on a des touches doubles avec des sons qui sont très proches. Et, o, un. Parce qu'en fait, on a des prononciations régionales qui sont très différentes et c'est pour ça qu'on a réuni ces sons proches sur une même touche. On ne dit pas un vélo de la même manière dans le département du Doubs, d'où on habite, que dans le sud de la France ou en Belgique, etc. Petite particularité, si je cherchais le mot cheval, par exemple, on va faire cheve. Je vais trouver mon cheval, évidemment. Mais dans notre département, par exemple, certains enfants disent un cheval. Donc, on va pouvoir le trouver également.
Le but étant que l'enfant trouve l'orthographe de son mot le plus rapidement possible en toute autonomie. Petite astuce pour les mots qui ont un encodage court, vous avez une touche drapeau qui se met en place ici quand on a fini d'encoder. Par exemple, le mot loup. Loup, j'ai terminé d'encoder. Je clique sur le drapeau et j'obtiens l'orthographe de mon mot. Voilà. Donc, à force de brasser les enfants, ces sons, etc., ben, en fait, au niveau phonologique, ça les renforce vraiment. Donc là, je vous ai montré comment on va se débarrasser de toute l'orthographe lexicale. Et puis, je vous ai montré aussi là comment on peut travailler avec les enfants au niveau de la différenciation. C'est-à-dire qu'un élève qui va être plutôt à l'aise, ben, il va écrire beaucoup de mots. On peut travailler sur des dessins légendés, sur plein de choses. Et puis, pendant ce temps-là, ben, ce sont des enfants qui travaillent et puis qui continuent d'encoder, etc. Et puis, l'enfant qui a plus de difficultés, ben, lui, il va y trouver son compte aussi. Le clavier métallo, c'est vraiment un outil inclusif par excellence. On a débarrassé l'orthographe lexicale. Je vais assez vite hein, parce que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Maintenant, je vous montre comment on travaille sur l'orthographe grammaticale. Donc, si on écrit le mot montagne, si l'enfant vous demande comment ça s'écrit, on va avoir tendance à lui dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non. Montagne, ça peut s'écrire au singulier, mais ça peut s'écrire au pluriel. Et quand on parle à un enfant de CP, de pluriel d'un nom, ben évidemment que ça ne lui parle pas, sauf pour un excellent élève, et peut-être encore. Donc, en présentant une sorte de carte mentale, comme ceci, sur le pluriel des noms et le pluriel des verbes, on va vraiment donner à l'enfant une conscience orthographique. On l'a débarrassé du lexical, il sait qu'il y a une norme, il sait que maintenant, il ne doit pas écrire comme ça, de manière graphophonétique, il va chercher la norme, et maintenant, il peut poser des accords grammaticaux. Alors, ça peut paraître un petit peu élevé, mais on s'est aperçu, on a fait évaluer la méthode par donc Patrice Gourdet, le chercheur avec qui on travaille hein, dans un laboratoire indépendant. Sur l'étude IFE, les enfants écrivent de manière graphophonétique en fin de CE1 à 86%. Nous, on arrive à 96%, mais en fin de CP. À force de brasser tout le temps ces sons, ben, en fait, on a vraiment un renforcement phonologique. Et au niveau grammatical, sur l'étude IFE, donc la cohorte avait un niveau plutôt élevé puisque c'était des enseignants qui étaient volontaires. Sur les accords grammaticaux, l'étude IFE à 17% de performance, on arrive à 51% de performance sur la cohorte métallo. Voilà, je vous ai montré grosso modo. Je vais juste vous montrer une petite astuce parce qu'on peut faire évoluer le clavier en fonction de la progression de sa classe. Et ça, c'est expliqué dans le guide pédagogique aussi. Alors, je vous montrerai juste après. Ça va peut-être aller vite, mais pas de panique, je vous montrerai où vous pouvez tout retrouver. Donc ici, on a une petite barre ici avec une personnalisation. Donc, on peut personnaliser le clavier métallo 1 ou le 2. Moi, je vais choisir de personnaliser le 1, puisqu'on est avec des élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Sur le clavier ici, vous allez voir qu'à un moment donné de l'année, on étudie les graphies secondaires, le F, le PH, le 2F. Je vais pouvoir venir choisir ma touche et faire évoluer le clavier en fonction de la progression de la classe. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et puis, pour quelqu'un qui me disait tout à l'heure, au niveau de la production, la production écrite, je vais vous montrer une petite astuce aussi. Alors, sur les pages de résultats, mince, j'ai oublié d'enregistrer. Alors, si on se trompe, pas de panique, on réinitialise, on enregistre. On est revenu à 0. Moi, je vais enregistrer ceci. Sur les pages de résultats, si vous avez une grande section CP, ça arrive, hein, ça. Vous pouvez, par exemple, écrire en début d'année pour des CP en lettres capitales. Voilà. Ou en script ou en cursive, comme vous voulez. Moi, je vais rester en script. Et puis, en fin d'année, on veut faire produire un peu des petites phrases aux enfants, ou en milieu d'année, il raconte sa journée, je me lève le matin, etc. On peut venir sur le conjugaire. On va pouvoir personnaliser le conjugaire. Donc, on peut ici, par exemple, décider en début d'année de verrouiller pour que les élèves n'y aient pas accès, parce qu'en début d'année, ça ne relève pas des compétences d'un enfant de début de CP. Mais on va pouvoir venir personnaliser ici en fin d'année, dire, il raconte sa journée, donc il va parler au présent.
Je vais garder le présent. Je vais activer mon conjugaire. Je regarde si j'ai... Ouais, c'est bon. Et puis, je vais même pouvoir choisir les pronoms que je vais laisser afficher. Donc ici, c'est lui qui parle avec le je. Donc, je vais décocher les autres. Vous voyez, ça apparaît en débrillant. J'enregistre et je retourne à l'application. Donc, ma touche a bien été prise en compte. Et si l'enfant parle de sa journée, je roule en vélo pour venir à l'école. On va aller chercher ce verbe. Donc, il va être capable, il a son information extrêmement rapidement, il est capable d'écrire seul. Alors, tout ça, les tutos, la personnalisation, etc., pas de panique. Vous retrouvez tout ici. Pardon. Vous retrouvez tout ici dans la rubrique tuto, personnalisation. Voilà, j'ai essayé de faire vite hein, pour que vous compreniez un petit peu rapidement le clavier. Donc, je regarde si vous avez des questions.